On est toujours en compagnie de mes débatteurs de la première heure, Véronique Jacquier et Michel Fayad. Michel Fayad, spécialiste des questions internationales. Je me tourne particulièrement vers vous, puisque après Gaza, Donald Trump se concentre désormais sur le dossier ukrainien. Le président américain met la pression sur Volodymyr Zelensky, à qui il a refusé aujourd'hui de livrer des missiles Tomahawk. Donald Trump qui entend en priorité négocier un cessez-le-feu, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est réaliste ? En tout cas, Michel, le message est clair, l'heure n'est vraiment pas à l'escalade pour Donald Trump. Oui, parce qu'il a dit qu'il voulait mettre fin également au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il a dit qu'il souhaitait donc un énième conflit qui serait en train de résoudre. Et pour lui, l'important, c'est de s'entendre déjà avec le plus fort. Et pour lui, le plus fort, c'est la Russie. Oui. Donc, il a même parlé devant Zelensky de la possibilité de créer un tunnel qui relierait la Russie et l'Alaska. C'est pour vous dire, et en disant à Zelensky, n'est-ce pas, ça vous plairait pas? Je veux dire, c'était assez drôle. Et puis pour les Tomahawk, oui, dans un premier temps, il avait dit qu'il était prêt à les fournir à l'Ukraine, et dans un deuxième temps, il a dit que les États-Unis eux-mêmes, dans le contexte actuel, en auraient besoin pour leur propre sécurité. Oui. Alors donc, c'est dommage parce qu'ils étaient, ces Tomahawk, là, ces missiles, ils étaient quand même au cœur de la stratégie ukrainienne, frapper les installations pétrolières russes, peser sur l'économie de guerre du Kremlin et forcer Moscou à revenir à la table des négociations. Véronique Jacquier. Oui, mais donc, je pense qu'en fait, Donald Trump veut signifier à Vladimir Poutine qu'il ne lâche pas l'affaire. Il la veut, cette paix. Oui. Il la veut, donc il revient sur l'ouvrage, si j'ose dire. Quitte à se fâcher plus ou moins avec les uns les autres. Non, le message subliminal qu'il envoie à Poutine, c'est je ne lâche pas l'affaire et cette paix, je la veux. Mais évidemment, il se rend compte que Poutine n'est pas aussi contrôlable qu'il l'imaginait. Souvenez-vous, quand il y a eu cette première rencontre, Poutine, Donald Trump fanfaronnait un peu en disant ça y est, on y est, je suis l'homme de la réconciliation avec la Russie, ça va bien se passer avec l'Ukraine, en gros je gère. Il s'est quand même rendu compte depuis plusieurs mois maintenant qu'il ne gère pas grand-chose, donc je pense qu'il donne des impulsions. Oui, il donne des indications, et on a vu quand même à plusieurs reprises, parce que c'est vrai qu'il est dur à suivre aussi, Donald Trump, il fait un pas en avant sur l'Ukraine, et puis ensuite, de toute façon, c'est toujours le même message, mais les États-Unis ne vont pas s'engager plus qu'ils n'en font, ça leur coûte déjà suffisamment cher. Les Européens, vous débrouillez. Donc, c'est une politique un petit peu brouillonne, mais je crois que là, essentiellement, par exemple, on le voit avec les Tomahawk, une fois, c'est oui, je vais vous aider, et je vous les donne, et ensuite, ah bah non, finalement, moi, je ne fais rien. Mais il est toujours là pour essayer de dire à Poutine, de toute façon, je ne vais pas te laisser mener la politique que tu veux mener, toi, à ton terme. Je veux être quand même ce faiseur de paix, et donc comment dire, je suis un médiateur, quoi qu'il arrive, je reste médiateur. Alors, du côté de l'Ukraine, ils estiment que Trump est retombé dans le piège de Poutine, c'est ce que dit le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement ukrainien, mais Michel Fayad, on peut peut-être avoir, j'imagine, une autre lecture. Est-ce que, alors, je ne sais pas si la comparaison est vraiment pertinente, mais est-ce qu'il n'est pas en train de rejouer ce qu'il a fait avec Israël, en disant, écoutez, moi je vous désarme, ça vous met la pression pour faire la paix et contraindre. Est-ce qu'on peut avoir cette lecture-là ? Oui, absolument. Ça peut être pour contraindre l'Ukraine à accepter de faire un cessez-le-feu. Et en plus, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a eu des rumeurs comme quoi la guerre contre l'Iran pourrait reprendre à tout moment. Et si la guerre contre l'Iran venait à reprendre à tout moment, des Tomahawks seraient nécessaires pour Israël et les États-Unis pour frapper l'Iran. Donc il ne peut pas à la fois livrer les Tomahawks américains pour les Ukrainiens et pour les Israéliens en même temps. Donc à choisir entre les deux, la priorité c'est de frapper l'Iran aux côtés d'Israël plutôt que de livrer à l'Ukraine et de taper la Russie. Donc il y a aussi une question d'arbitrage, et il y a ce que vous venez d'expliquer, le fait de mettre la pression sur l'Ukraine pour que l'Ukraine accepte le fait que l'Ukraine ne peut pas récupérer tous les territoires perdus, et donc il faut accepter à un moment donné les concessions territoriales, parce que c'est le fait, c'est l'état de fait, et l'Ukraine ne pourra jamais réellement par lui-même récupérer ces territoires. Michel Fayad, Véronique Jacquier, il nous reste quelques minutes et je voulais vous faire réagir aussi, vous l'avez certainement lu dans le Figaro Magazine, ce cri d'alarme de Pierre Brochand. Pierre Brochand, c'est l'ancien directeur général de la DGSE, donc c'est pas n'importe qui. C'était le patron du renseignement français. Il revient 20 ans après les émeutes de 2005 de Clichy sous
sous-bois qui avait fait tache d'huile dans les banlieues. Lui, il voit un tournant historique, l'apparition d'un malaise profond lié à l'immigration de masse et à la désintégration du modèle français. Je vous propose d'écouter Alexandre de Vecchio, le journaliste qui a fait justement cette interview de Pierre Brochand. Il nous alerte dans un témoignage terrifiant sur le risque de guerre civile. Une guerre provoquée par une immigration de masse qui n'est pas intégrée. Et ce qu'il décrit, c'est le basculement de la France dans quelques années, sur fond de basculement démographique d'abord, puisqu'il dit que dans quelques années, on aura une France africaine ou musulmane, et il dit que ça ne peut pas se faire en réalité de manière paisible. Mais c'est pas non plus un entretien où il est que dans la déploration. Il dit qu'il y a des solutions. Malheureusement, ce qui manque, il le répète, il a été directement en contact avec les politiques, c'est la volonté, il n'y a pas de courage politique pour affronter ces questions. Alexandre de Vecchio sur Europe 1, Véronique Jacquier, je répète, parce que Pierre Brochand, c'est vraiment monsieur renseignement, c'était le patron des renseignements français, donc il est bien informé. Quand on lit quand même ce qu'il dit, c'est pas optimiste, même si Alexandre de Vecchio le dit, il y a des solutions. Non, mais ce n'est pas optimiste, mais il a quand même le mérite de dire clairement les choses, et ces choses, il faut que tous les Français les entendent. Il faut que tous les Français entendent cette vérité. C'est-à-dire tiers-mondisation du corps social, le mot de tous les mots, c'est-à-dire si la France est en déclin, si on voit, parce qu'il cite des choses très précises pour expliquer que nous avons nous avons changé de monde. Bien entendu, la partition des territoires. Alors il y a 20 ans, on parlait de territoires perdus de la République, mais maintenant il parle de partition de territoire. Il parle qu'il y a des enclaves territoriales, que ça fait comme une peau de léopard dans notre pays, et que il parle d'une guérilla de basse intensité. Il emploie même l'expression les commissariats deviennent des fortins. Vous voyez, donc c'est vraiment la guerre, et on s'est habitué à cette guerre. Mais il nomme le mal, et il dit deux choses, et Alexandre de Vecchio l'a en partie évoqué. Un, basculement démographique à cause d'une immigration principalement africaine et musulmane, avec des gens qui importent leur culture, mais qui bien entendu ne la laissent pas à la frontière. Historiques lourds qui n'ont pas abandonné à la frontière, dit-il. Et le corollaire de cette immigration, c'est bien entendu un niveau culturel plus faible que celui des Français, parce que souvent en plus il y a le barrage de la langue, il y a l'endogamie territoriale, il y a bien entendu la polygamie, il y a l'excision, enfin il y a tout ce qui fait qu'on a le sentiment d'un recul en arrière par rapport aux avancées en matière de droits de l'homme et de liberté. Mais attention, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que dit Pierre Brochand, c'est qu'il dit « Moi, je n'emploierai pas le mot guerre civile. Ça va pas être une guerre civile. » Il a dit « On va s'enfoncer. On va s'enfoncer comme dans des sables mouvants. Pas de guerre civile, parce qu'une guerre civile, c'est comme lors de la Révolution française. Pas militairement. Non, mais il dit ce sont surtout des Français qui se sont massacrés entre eux. Là, il parle de communauté d'importation. Voilà, donc c'est pas la même chose. Michel Fayad, vous avez connu ça aussi, vous êtes franco-libanais, je le rappelle toujours, vous avez connu peut-être ça avec ces différentes communautés justement au Liban ? Justement, au Liban, les Libanais, contrairement à ce qu'on dit en Occident, considèrent qu'au Liban, il n'y a pas eu de guerre civile. Il y a une guerre entre les Libanais et les Palestiniens. Que c'est ces Palestiniens, 500 000 qui sont rentrés au Liban, et qu'il y avait 3 millions de Libanais qui ont affronté 3 millions de Libanais à un certain moment. Et donc aujourd'hui, effectivement, le même scénario se reproduit en France, c'est-à-dire il y a une immigration étrangère qui vient sur le territoire national, qui effectivement s'attaque, pas tous bien entendu, mais je dis parmi eux, s'attaque aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux pharmaciens, aux médecins de manière quotidienne. Donc c'est un harcèlement. Et en fait, et cette volonté aussi de se différencier, vous savez, le fait de porter le voile, autrefois le voile, dans l'islam, porter le voile, c'est pour se différencier des esclaves. Et donc ceux qui portent pas le voile sont des esclaves. Et donc ils veulent, ce qui est demandé dans les textes islamiques, c'est de se différencier de ceux qui ne sont pas croyants. Et il y a une chose, il y a beaucoup de mensonges qu'on dit en France. On dit l'islam est compatible avec la République. La réponse est non. Il suffit d'ouvrir le Coran. La première phrase du Coran, c'est Islam, din wa dawla wa dunya, ce qui signifie islam, religion, État
société, c'est un tout. D'ailleurs, il dénonce l'échec de l'intégration en donnant des chiffres seulement pour lui, et encore une fois, il est bien informé, 5 à 10% d'assimilés, 30 à 40% d'intégrés économiques et le reste dans un état de, je cite, non-adhésion ou d'hostilité. Oui, puis cette semaine, il y a eu l'OFII qui a dit que 30% des naissances viennent de couples où il y a un des parents qui est extra-européen et qui n'a même pas la nationalité française. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre société. Alors, Pierre Brochand donne quand même des solutions, même si le tableau est très sombre, parce qu'il dit que si on ne fait rien, là on court à la catastrophe. Mais il donne des solutions, une justice évidemment plus laxiste, surtout pas laxiste. Oui. Puisque c'est le cas, quand il faut régler des émeutes, et puis stopper immédiatement l'immigration. Toute immigration. Merci Véronique Jacquier, merci Michel Fayad. On se retrouve dans 2 minutes pour le journal de Mel Laurent et puis la poursuite de nos débats. Merci à vous de rester avec nous.